Très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on propose dans notre centre référent de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, donc qui est un centre qui s'appellera donc Inflammation, neurodéveloppement et réadaptation en psychiatrie, et où on s'intéresse notamment aux dysfonctions immunitaires dans les troubles psychiatriques. Alors, pourquoi cette idée ? En fait, l'idée de l'inflammation, l'auto-immunité, enfin toutes les dysfonctions immunitaires et des troubles psychiatriques, c'est une idée très ancienne. Parce que, en fait, dès la fin du 19e siècle, des confrères médecins ont fait des liens, ont vu qu'il y avait des surrisques de développer un certain nombre de troubles psychiatriques, notamment après des infections. Des infections très variées. Alors, à l'époque, on regardait beaucoup la syphilis, on pouvait regarder la grippe. Il y a eu les grandes épidémies de grippe du début du XXe siècle qui ont apporté pas mal d'éléments. Et donc ça, c'est très très bien décrit dans des papiers très anciens. Et bon, au début du XXe siècle, c'est un peu tombé dans l'oubli. Et en fait, les choses ont commencé à être réactivées dans les années 50, déjà parce que certains chercheurs ont étudié le concept de stress. Et donc le stress induit des modifications dans notre corps, et notamment la stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui va sécréter du cortisol. Cortisol qu'on appelle parfois l'hormone de stress. Et en fait, cette hormone de stress, elle a également un effet très important sur le système immunitaire. Et donc, il y a eu pas mal de recherches qui se sont centrées dans les années 50 jusqu'aux années 80, 90 sur les effets donc, de ce stress et puis les effets de l'immunité liés aux anticorps, aux lymphocytes, donc ce qu'on appelle l'immunité adaptative. On a regardé comment cette immunité pouvait être perturbée dans les troubles psychiatriques. Il y a pas mal de données là-dessus. Et puis dans les années 90-2000, il y a eu un focus nouveau sur l'inflammation. Alors l'inflammation, qu'est-ce que c'est ? C'est la première réaction de l'organisme face à un danger, quel qu'il soit, un pathogène, un microbe, un toxique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens entre le fait d'avoir un état inflammatoire et un certain nombre de maladies chroniques, et notamment un certain nombre de maladies psychiatriques. On a beaucoup étudié à ce moment-là le comportement qu'on appelle le comportement de maladie, sickness behavior en anglais, qui est le comportement que l'on a, par exemple, quand on a une grippe, quand on a un virus, qu'on ne se sent pas bien, qu'on est à la maison, qu'on ne fait rien. Voilà. Et ça a été aussi, je dois avouer, beaucoup remis en avant avec le Covid-19, parce qu'on a un peu redécouvert ça avec le Covid, mais qui en fait avait été décrit avec plein d'autres virus auparavant. Et donc, en tout cas, ça a remis un peu cette idée-là sur le devant de la scène, mais donc il y a une idée très ancienne. Et on sait bien donc qu'il y a des communications entre système nerveux et système immunitaire, des communications qui sont bilatérales. Alors, dans le développement cérébral, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication ? Juste des petites notions, c'est que le développement cérébral, c'est quelque chose qui commence extrêmement tôt quand on construit un embryon. C'est-à-dire que les premiers neurones, par exemple, sont formés dès le 2e mois de développement. Et après, il va y avoir un certain nombre d'étapes de formation de notre tissu cérébral. On va former des neurones, puis on va former d'autres cellules, on va former des synapses, on va myéliniser les axones. Voilà. Et en fait, ce développement présente des périodes critiques, c'est-à-dire des moments où si on perturbe ce qui se passe naturellement, on va vraiment avoir un impact important sur la construction de ce tissu cérébral. Et en fait, donc, quand on lit avec l'immunité, on a quelques données qui montrent que selon le moment où on perturbe, où on donne un stimulus immunitaire, on va perturber de façon différente le développement cérébral. Et donc les hypothèses, par exemple, à l'heure actuelle, c'est de se dire que lorsqu'on perturbe en anténatal ou lorsqu'on perturbe dans la petite enfance, on va plutôt avoir sans doute un surrisque de troubles neurodéveloppementaux, tandis que des stimulus immunitaires ou inflammatoires à l'âge adulte ont probablement d'autres expressions, et notamment plutôt des troubles de l'humeur comme des dépressions. C'est dans ce contexte-là qu'on a voulu réfléchir à ce qu'on pouvait faire au niveau des soins. Et donc nous, on a donc une petite équipe à l'hôpital Sainte-Anne centrée sur cette thématique inflammation, neurodéveloppement et réadaptation. Donc dans l'équipe médicale, donc, il y a Isabelle Amado qui est avec moi ici, qui est plus spécialiste de l'autisme de l'adulte et de la réhabilitation. Moi-même qui travaille plutôt sur l'inflammation. Et on a également une dermatologue qui est rattachée à notre centre, ainsi que le professeur Munich qui vient faire la consultation mobile de génétique dans notre service. On en a déjà parlé tout à l'heure avec l'intervention du professeur Chast. Et donc, bien sûr, on a notre équipe paramédicale et puis un secrétariat dédié. Alors, quel type de patients accueillons-nous ? On accueille des patients adultes. Et donc, on va accueillir
de grands types de patients, des patients donc avec des troubles neurodéveloppementaux donc, qui sont adultes, soit des patients avec un trouble du spectre de l'autisme. Alors, parfois avec déficience intellectuelle, mais on a énormément de patients sans déficience intellectuelle. On a beaucoup de patients avec des troubles de l'attention. Et puis, on va avoir également des patients qui ont vraiment des maladies immunitaires ou auto-immunes rares et qui ont des symptômes psychiatriques qu'il faut évaluer et prendre en charge et qui ne sont pas toujours très faciles à prendre en charge. Tout ceci, ça se base sur un réseau collaboratif, c'est-à-dire qu'on a une collaboration justement pour la transition enfant-adulte de tous ces types de patients avec le CHU Robert Debré, l'équipe du docteur Pierre Ellul et d'Isabelle Melki. On a bien sûr nos correspondants psychiatres, et puis on s'appuie aussi sur les filières maladies rares somatiques, à savoir la filière FAI2R des maladies auto-immunes, la filière MARI des maladies immunitaires hématologiques rares. Alors, maintenant, quel est le parcours de nos patients ? Je vais passer la parole à Isabelle. Donc, bonjour à tous. Alors, ils sont donc évalués par le médecin psychiatre en premier lieu, et il y a une exploration biologique avec en même temps recherche d'un syndrome inflammatoire et les marqueurs immunitaires, un bilan neuropsychologique qui va explorer toute la sphère neurocognitive et la cognition sociale. Et s'il y a une charge neurodéveloppementale, s'il y a une dimension somatique qui intrigue ou des difficultés, enfin des problèmes cutanés, à ce moment-là, on va proposer une consultation multi-expertise avec donc Stéphanie Mattard pour l'aspect dermatologique, avec Anne-Cécile, donc on fait ça à 3. Et s'il y a donc une dimension génétique ou un syndrome inflammatoire inexpliqué qu'on retrouve sur plusieurs membres de la famille, à ce moment-là, on fait un arbre généalogique pour essayer d'y voir plus clair, et on le propose dans une consultation multidisciplinaire avec Arnold Munich, où on se retrouve tous les 3, à peu près une fois tous les 2 mois, pour arriver à voir si on peut avoir des idées plus claires et proposer un parcours d'exploration, soit à Necker, soit ailleurs, suivant les dimensions qui auront été pointées. Avec donc l'exploration de ces anomalies associées aux troubles du neurodéveloppement et l'axe aussi inflammatoire. Et ensuite, et de toute façon en parallèle, il y a une évaluation fonctionnelle qui reprend en fait le bilan neuropsychologique et l'évaluation qu'on a fait en premier abord lors de l'entretien préliminaire. Et au terme de tout ça, on va construire le parcours de soins pour l'inclusion sociale et pour l'insertion. Donc on va construire un parcours de réhabilitation, toujours en lien avec l'équipe référente, parce qu'on ne fait pas de suivi rapproché, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les voit pas après en suivi pour accompagner et continuer les différentes étapes, en partenariat avec les associations d'usagers et leurs proches avec qui on construit nos programmes et qui viennent animer certains de nos programmes avec nous, et en lien très étroit avec les unités d'insertion et d'autonomie, qu'elles soient sociales, médico-sociales et professionnelles. Donc on a une unité qui s'appelle le C3RP, qui est Centre Ressources Île-de-France en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale. Et accolé à cette unité, on a une petite unité, mais on espère qu'elle va se développer, et c'est bien parti pour, qui s'appelle PIRPANEA, qui est une unité d'évaluation et d'emploi accompagné autisme de l'adulte et qui assure la continuité enfant-adulte. D'ailleurs, C3RP et PIRPANEA ont une branche chez l'enfant sous la direction de Catherine Doyen sur le pôle d'à côté à Saint-Anne. On oriente vers les ressources de soins également disponibles au sein de notre pôle universitaire, en particulier l'Institut de neuromodulation
et le S'emparer dont tu t'occupes. Donc l'Institut de neuromodulation, c'est Philippe Domenech qui en a la direction, et le S'emparer, c'est Anne-Cécile qui s'en occupe, avec bien sûr une participation à des protocoles de recherche clinique qui est souvent envisagée. Donc pour vous donner une idée, on évalue par an 370 personnes avec troubles du spectre de l'autisme, dont 130 bénéficient d'une prise en charge en parcours d'insertion. Alors, comment se fait cette prise en charge? C'est un parcours qui est dynamique. Donc vous voyez, il y a une première étape de diagnostic, avec une évaluation qui va inclure les comorbidités et les complications éventuelles, qui va être clinique, cognitive et fonctionnelle, pour commencer à co-construire avec la personne concernée un parcours individualisé de soins. Et dès qu'on établit le diagnostic, on va aussi proposer un programme de psychoéducation qui s'appelle ETAPE, quand il s'agit de troubles du spectre de l'autisme, avec un volet personnes concernées, un volet parents qui se déroule en parallèle. Et ce programme est construit avec notre équipe et des personnes autistes et des proches de personnes autistes, et animé par ces trois groupes de personnes. Donc ça se déroule toutes les semaines sur 3 mois, et je dois dire qu'on a beaucoup de succès dans ce programme, avec maintenant pas mal de personnes qui souhaitent y participer. On va donc proposer une série de soins de réhabilitation dans lesquels on va faire figurer des thérapies comportementales et cognitives avec entretien motivationnel, activité physique adaptée, de la remédiation cognitive et de la remédiation de la cognition sociale, et beaucoup de techniques de transfert au quotidien pour optimiser l'efficacité de ces techniques. Et en parallèle, on va accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle avec des partenaires du médico-social très personnalisés selon le profil et les souhaits de la personne. Donc voici ce qu'on fait donc en activité physique adaptée avec des cycles de 6 semaines, et on peut participer à plusieurs cycles si on le souhaite et si on pense que c'est pertinent. Les soins de réhabilitation autour des thérapies comportementales et cognitives, et ça, on a un groupe notamment qui va travailler sur la gestion des émotions et apprendre à mieux réguler et à mieux comprendre ses émotions, et une série de programmes de remédiation cognitive, soit en individuel, soit en groupe, soit informatisés, soit papier-crayon, de la cognition sociale ou de la neurocognition, adaptés et en fonction du projet personnalisé de chacun. On a ce projet d'avoir à la fois une partie clinique et une partie préclinique, donc sur des modèles animaux, pour pouvoir explorer les dysfonctions cérébrales qui sont associées à l'inflammation et vraiment comprendre le mécanisme de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il y a une inflammation de bas grade. C'est quelque chose que je développe à l'Institut Pasteur dans l'unité perception et mémoire du professeur Yeddo. Et ceci peut permettre d'avoir un modèle pouvant tester des repositionnements de molécules ou de nouvelles thérapeutiques. Et donc on va développer ça au cours des prochaines années. Et juste pour vous faire un petit exemple, ça, on va finir là-dessus, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, je vous présente l'histoire d'un patient qui nous avait été adressé parce qu'il avait une maladie auto-inflammatoire rare, en l'occurrence non étiquetée, mais qui était familiale. Il y avait plusieurs personnes qui étaient touchées dans sa famille, qui sont touchées dans sa famille. Donc il est suivi au CHU de Tenon à Paris. Ils nous l'ont adressé parce que ce jeune homme avait un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle diagnostiqué depuis la petite enfance. Donc dès la maternelle, il avait été mis dans un circuit de soins, mais à partir de l'adolescence, ceci s'était compliqué de troubles dépressifs récurrents sévères, avec plusieurs épisodes dépressifs, toujours avec symptômes psychotiques, toujours nécessitant des hospitalisations, et ce jeune homme avait fait déjà 2 tentatives de suicide. Quand on l'avait reçu, il était dans un circuit scolaire avec aménagement, mais un circuit scolaire ordinaire. Il était en première année de BTS, mais il avait
beaucoup d'aménagements autour de lui, des choses très très bien qui avaient été faites dans son plan d'accueil individualisé, avec des temps aménagés, avec la possibilité d'avoir un casque anti-bruit parce qu'il était très gêné par une hypersensibilité au bruit. Et ce jeune homme, lorsqu'on l'a reçu, en dehors des épisodes dépressifs, il présente une charge anxieuse qui est majeure, qui est extrêmement difficile à gérer pour lui, un retrait social, voilà, des difficultés à sortir de chez lui, et c'est vrai que le milieu scolaire était extrêmement pourvoyeur d'acutisation anxieuse, et on a eu à l'hospitaliser 2 fois dans notre service au moment de la rentrée scolaire de septembre. Et en fait, on a pu aussi observer qu'il y avait une intrication très forte entre ces symptômes somatiques, par exemple des poussées inflammatoires qui pouvaient déclencher par la suite de l'anxiété, puis un fléchissement de l'humeur, puis des symptômes psychotiques, etc. Et donc, on a construit un parcours de soins avec lui, à la fois pour gérer ces moments aigus de décompensation, où on a mis en place des hospitalisations, on a modifié son traitement de fond en parallèle avec le traitement de sa pathologie auto-inflammatoire. Et on a mis en place vraiment ce parcours de réhabilitation suite à un bilan neuropsychologique, puis avec le chargé d'insertion de notre structure. Et au final, il a participé exactement à ce que décrivait Isabelle, avec une participation à l'activité physique adaptée. Puis au final, on a construit avec lui et avec sa famille l'intégration d'une école d'informatique adaptée à l'autisme. Donc il a intégré début septembre. Alors, c'est pas si facile pour lui tous les jours, mais il y est encore pour l'instant, à ce jour, et donc on l'accompagne dans ce projet, dans ce nouveau projet pour lui, et voilà le type de prise en charge que l'on peut proposer. Et on s'arrête là, voilà, notre hôpital à Sainte-Anne et notre équipe. Voilà.